Merci Nathalie. Vous voyez la présentation et vous m'entendez? Oui, tout à fait. Ok, donc c'est moi qui ai le contrôle de la présentation, mais je vais très peu parler, donc je vais très rapidement passer la parole à ma collègue Gwendy qui va vous présenter un peu de généralité sur les réactions médicamenteuses et toxidermie et présenter deux cas cliniques et moi je prendrai le relais pour vous présenter la mise au point biologique. Voilà, je pense que Gwendy est connectée. Gwendy, tu m'entends? J'espère qu'elle est connectée, sinon je vais vraiment être embêté. Bon, ben je vais peut-être, en attendant qu'elle réapparaisse, je vais lui envoyer un message. Je vais vous présenter, donc je vais vous présenter les généralités. Donc, la majorité des réactions médicamenteuses qu'on appelle hypersensibilité, alors on fait la différence entre les hypersensibilités et les intolérances. Donc les hypersensibilités médicamenteuses se manifestent, donc c'est pas un hasard si la plupart du temps ce sont des dermatologues qui s'en occupent, ce sont des réactions essentiellement cutanées. Et donc il y a deux possibilités ou deux domaines immunologiques qui Vous sont m'entendez là? concernés. Ah oui, Gwendy, je suis content. Je te laisse. Mais oui, mais j'étais connectée déjà avant, mais avec le PC, j'ai déjà eu ça avec Mac, on ne m'entend pas quand je parle. Bon, Ah, voilà. donc j'ai Bon, fait ben avec le voilà, téléphone en je, catastrophe. je te passe le relais et je me tais. OK, Et parfait. tu me repasses. Voilà. Voilà, je reprends la parole. Donc, en gros, ici, comme le professeur Corazza vous a dit, je donne les termes généraux en fait pour les réactions médicamenteuses pour comprendre un peu le mécanisme et du coup après le bilan qui en découle. Et donc, les définitions générales pour les réactions médicamenteuses, on va parler de réactions d'hypersensibilité médicamenteuse. Ça va être tous les effets indésirables des médicaments qui ressemblent cliniquement aux réactions allergiques. Mais on va parler uniquement d'allergies médicamenteuses pour les hypersensibilités médicamenteuses pour lesquelles on a mis en évidence le mécanisme immunologique, donc qui va dans la classification de Gell-Coombs du type 1 au type 4, mais vous verrez, on est essentiellement sur du 1 et du 4 et moins les deux autres. Et donc, nous, en clinique, quand on a une réaction médicamenteuse suspecte, on va parler d'hypersensibilité médicamenteuse et jamais d'allergie. Tu peux changer. Tu changes la dia. Voilà. Et donc, il y a une classification simplifiée des effets secondaires médicamenteux. Essentiellement, les gens qui viennent en consultation, ils vont avoir des réactions de type A, donc des réactions dites prévisibles. C'est 70 à 80% des effets secondaires des médicaments qui sont dits on target. Donc, c'est des effets auxquels on peut s'attendre, qui sont soit avec ou sans surdosage. Exemple, la toxicité hépatique, avec par exemple le paracétamol, ou alors la candidose avec les antibiotiques ou la colite pseudomembraneuse. Et nous, ce qui va nous intéresser, et pour les bilans, éventuellement dans certains cas, donc, ce sont les réactions de type B qui sont dites imprévisibles. Et là, ça va arriver dans 20 à 30% des effets secondaires qui sont dits off-target parce qu'on ne s'y attend pas. Et là, on va avoir soit des effets immunologiques ou allergiques, donc avec activation, donc en fait, ça implique le système immunitaire adaptatif ou non immunologique. Suivante. Et donc, ici, on reste dans les réactions de type B. Nous sommes dans les réactions d'hypersensibilité médicamenteuse et comme je vous ai dit, soit allergiques ou non allergiques. Les hypersensibilités non allergiques, ça va être les effets toxiques comme par exemple l'histaminolibération non spécifique, comme on peut avoir avec certains médicaments par activation, par exemple du MRGPX2, donc qui est présent sur les mastocytes, mais aussi les basophiles, que les curares peuvent faire, les PCI, la vancomycine, par exemple les intolérances aux anti-inflammatoires non stéroïdiens sur l'inhibition de la COX-1, ou encore, par exemple, les angioïdèmes bradykiniques sur des IEC. Et ce qui nous intéresse pour les tests surtout allergiques, on va avoir donc dans la forme allergique soit les réactions de type immédiate ou retardée. Immédiate, on dit typiquement c'est dans un délai de survenue de 1 heure, sauf que vous verrez que ce n'est pas typiquement le cas, mais ça va être vraiment la clinique d'urticaire, angioïdème, anaphylaxie,
crise d'asthme entre-temps, on va jusqu'au choc, qui est essentiellement IgE médié, bien que parfois on peut avoir d'autres médiations, notamment IgG. Et puis on va avoir les formes retardées qui sont médiées par les cellules T essentiellement, qui sont des réactions de type 4. Et là, on va aller de plus d'1 heure à plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour développer la réaction suivante. Et donc, quelle réaction? C'est pour ça que c'est souvent moi qui en parle, c'est que c'est essentiellement, les premières réactions sont cutanées, avec majoritairement l'exanthème maculopapuleux dans 50 à 60% des cas. Puis ensuite, ça va être tout ce qui est urticaire, angioïdème, histaminique dans 20-30% des cas, mais on a plein d'autres réactions médicamenteuses qui sont dans les types retardés, qui sont plus rares, comme l'érythème polymorphe, la pustulose exanthématique aiguë généralisée, l'érythème pigmenté fixe, le DRESS syndrome ou les nécrolyses épidermiques toxiques. On peut avoir des réactions respiratoires, mais elles sont beaucoup plus rares, ou alors effectivement, dans les réactions immédiates IgE médiées quand allergiques, et on peut aller jusqu'à la crise d'asthme et l'anaphylaxie, c'est plus rare, sauf pour les hypersensibilités médicamenteuses non allergiques, comme les intolérances aux AINS. Et les réactions anaphylactiques, heureusement, sont plus exceptionnelles. On a aussi, plus rarement, mais qu'on commence à découvrir de plus en plus, les réactions avec des atteintes spécifiques d'organes sans atteinte cutanée. Suivante. Et donc, juste pour un rappel, donc on a les types de réactions soit immédiates, donc urticaire, angioïdème allant jusqu'au choc anaphylactique. Suivante. Et puis là, on va arriver sur les types de réactions retardées. Et donc, comme je vous ai dit, on a essentiellement l'exanthème maculopapuleux ou le SDRIF, qui est une sorte d'exanthème maculopapuleux qui touche les plis, l'érythème pigmenté fixe, l'érythème polymorphe, la PEAG, le syndrome de DRESS, les nécrolyses épidermiques toxiques, les vasculites, mais c'est plus rare, et les atteintes d'organes, donc par exemple les neuropathies médicamenteuses, les méningites ou les hépatites médicamenteuses ou encore les néphrites tubulo-interstitielles. Suivante. Et donc, comme on vous avait dit, tu peux appuyer directement pour faire les petits effets, on a essentiellement des réactions de type 1 ou donc qui sont IgE médiées, à ce moment-là avec une activation des cellules mastocytaires, donc c'est les réactions immédiates. Et puis on va avoir dans la classification de Gulley-Kempf essentiellement des réactions de type 4. Pourquoi c'est important? Vous allez voir, dans les réactions de type 4, on a 4 sous-types en fonction du profil cytokinique et certaines toxidermies vont aller vers ces différents types, ce qui va expliquer la clinique, mais aussi le délai d'apparition de la toxidermie. C'est important parce que du coup, l'imputabilité médicamenteuse pour nous va être complètement différente. Suivante. Et donc, comme je vous avais dit, dans le consensus, on dit moins d'1 heure immédiat, plus d'1 heure retardée. Ce n'est pas toujours le cas parce que dans les réactions donc, immédiates IgE médiées, on peut avoir des délais d'apparition beaucoup plus longs. Par exemple, quand on a des anaphylaxies au bleu patenté, par exemple en péropératoire, ou au latex au moment où il va y avoir le lâchage de garrot. Et inversement, on peut avoir des toxidermies, par exemple l'érythème pigmenté fixe, qui est une toxidermie un peu particulière avec des lésions ovalaires qui font un phénomène de brûlure comme ça, qui peuvent venir en 3-4 heures après la prise d'un médicament. Et si on reprend le médicament, ça peut venir en 30 minutes, ou même des récidives de syndrome de DRESS qui vont venir en 1 heure si on reprend le médicament en cause. Suivant. Et donc, le bilan allergologique qu'on va essayer de faire pas trop tôt, mais pas trop tard, va s'axer sur effectivement donc, la clinique immédiate, photo, la prise en charge, et enfin à distance, donc sur les tests cutanés et les tests biologiques. Juste un petit mot, nous en pratique pour les tests cutanés, pour les réactions immédiates, nous allons effectuer en hospitalier des prick tests avec les molécules suspectes et les molécules de la classe, souvent en pur, et si seulement c'est négatif, donc avec une lecture à 15 minutes, on va faire des intradermoréactions jusqu'à majoritairement en général 10-1. On commence très dilué en fonction de la sévérité initiale de la clinique. Et seulement si c'est négatif, on ira jusqu'au test de provocation. Alors, on va pouvoir s'aider de tests de biologie. On a des IgE spécifiques, mais on n'en a pas pour beaucoup de médicaments. Hein. Vous voyez, on a la pénicilline, on a la PNG, la PNV, l'amoxicilloïl, l'ampicilloïl.
Mais donc, on n'en a pas 36 000. On a aussi les ammonium quaternaires pour les curares. Mais voilà, ça ne tourne pas sur grand-chose. Et donc, on va pouvoir s'aider des basotests, des tests d'activation des basophiles. Et donc, ça, on va en parler ici avec un petit cas clinique. Et donc, ça, c'est vrai que ça peut parfois nous aider avant de se lancer dans un test de provocation orale qui est quand même risqué. Pour les réactions retardées, ça va être des patch tests. Donc, en fait, vous voyez, ce sont des petites chambres en plastique où on va mettre les médicaments qui sont dilués, qui sont préparés dans de l'eau ou dans de la vaseline. Souvent, on fait les deux. Avec les médicaments suspects qu'on va laisser 48 heures sur la peau du patient et on va décoller l'ensemble à 48 heures et on va faire une lecture à 48 et puis une deuxième lecture à 72 ou 96 heures. Et puis, on pourra réaliser des intradermoréactions aussi, mais à lecture tardive dans ce cas. Bon, ça seulement pour les médicaments qui sont injectables, bien évidemment. Alors, pour les toxidermies, la sensibilité des tests, elle n'est pas géniale. Ça dépend de la toxidermie et de la molécule, en fait, qui est testée. Et donc, ça va beaucoup nous aider de pouvoir faire les tests fonctionnels, donc biologiques. Et nous, ici, donc à la clinique, on va faire les tests d'activation lymphocytaire qui peuvent nous aider à compléter les tests et enfin après de discuter si on va jusqu'à un test de provocation ou non. En France, ils font beaucoup plus d'ELISpot aussi, voilà, et donc qui permet de, on va dire, combiner avec les tests cutanés. Suivant. Et donc ici, on va poser 2 cas. Donc comme c'est un peu plus court, on va faire un cas d'immédiat et un cas de retardé. Et donc, petit rappel, la réaction immédiate, vous voyez ces petites papules érythémateuses en cardiogéographie qui s'effacent à la vitropression. Ça, c'est d'office de l'urticaire, c'est migrant. D'office, on recherche s'il y a des signes de gravité. Est-ce que nous sommes dans une anaphylaxie ou pas? Et donc, il y a des médicaments qui sont plus communs pour faire des réactions immédiates, notamment les antibiotiques, beaucoup les bêta-lactamines, mais on a aussi les curares, et ça peut être, comme je vous ai dit avant, IgE-médié, mais aussi non-IgE-médié, vu l'activation du MRGPX2. On a les AINS, mais ça, c'est essentiellement de l'intolérance. On a aussi les PCI, et ça, même chose, ça peut être IgE-médié, comme de l'histaminolibération non spécifique. Suivant. Et donc ici, on a le cas d'un jeune garçon qui est arrivé chez nous à la consultation parce que ce jeune homme a été opéré en mars 2022. Il a eu une intervention pour ses dents de sagesse sous anesthésie générale et il a présenté un choc péropératoire avec tryptase qui a été dosé au moment de la réaction à 11,2. Il a eu une hyperactivité bronchique aussi, mais il était déjà traité pour un asthme. Depuis, il n'a plus repris d'antidouleur ni d'antibiotiques. Vous allez voir suivant. Et donc, quand on a ce genre de cas, on a le rapport de l'anesthésie. Je vais vous montrer la fiche. Donc, le rapport de l'anesthésie nous dit tout ce qui a été donné au moment de l'induction, donc le sulfental, le solumédrol, le linizol, le propofol, midazolam et le curare. Il est plutôt stable, une ventilation aisée, et c'est au moment où ils vont injecter le paracétamol, le Voltaren et l'amoxicilline que là, ils passent directement en 2 minutes en état de choc. Ils vont réussir à le récupérer assez rapidement. Et donc, on peut le voir ici, suivante sur la fiche d'anesthésie. Et donc, techniquement, quand nous, on a des patients comme ça qui arrivent en consultation, c'est vrai que les 3 les plus suspects, c'est ceux qui ont été injectés juste avant. Ce sont des médicaments injectables et donc souvent dans des chocs, c'est très, très rapide. C'est l'espace de quelques minutes. Et donc là, on allait plus sur le paracétamol, l'amoxicilline et le Voltaren et il n'en avait plus repris. Parce que s'il avait repris par erreur du paracétamol à distance de l'opération, on aurait déjà pu enlever cette molécule suspecte. Mais comme vous voyez, on est quand même obligé de faire un bilan de toutes les molécules qui ont été données dans les 2 heures au préalable. Donc, tout ce qui a été donné pour l'induction doit être testé. Suivant. Et donc, le rapport, ça, Francis vous dira un petit mot, mais donc l'anesthésiste me dit qu'il a dosé la tryptase environ dans les 20 minutes après le choc. Alors, c'est positif. On voit qu'effectivement, la tryptase est majorée par rapport à la tryptase basale, mais c'est beaucoup trop tôt. Vous voyez, sa tryptase basale est à 2, c'est OK, c'est positif, il est à 11,2, mais entendons-nous bien, c'est une courbe qui est ascendante et idéalement, pour être vraiment au plus haut pic, il faudrait faire le dosage 2 heures, 3 heures après l'incident. Et puis enfin, une tryptase basale. Et donc, vu les médicaments, nous, on doit tous les tester, mais
vu qu'il y avait ces 3 médicaments qui venaient d'être injectés, donc on demande la tritase basale, mais là je vous l'avais déjà mise. On demande les IgE spécifiques qui sont disponibles avec les molécules qu'il a reçues, donc pour les bêta-lactamines qui sont disponibles, l'ammonium quaternaire qui est un marqueur de sensibilisation au curare, ce n'est pas pour la morphine, la chlorhexidine et le latex, et nous avons effectué des demandes donc, de basotest pour les 3 molécules les plus suspectes, le paracétamol, l'amoxicilline et le diclofénac. Donc, je reprends la main. Donc, ici, rapidement, pour faire le lien avec ce que vient de dire Gwendy, le dosage à tritase. Donc, les recommandations ont fort changé ces dernières années et la signification d'une élévation est devenue beaucoup plus stricte. Donc, il faut savoir que la répartition des valeurs de tryptase en population normale suit une courbe, une distribution log normale. Donc, il est extrêmement difficile de se baser sur un cutoff, enfin, un cutoff lié à la population. En revanche, la valeur d'un individu est extrêmement stable au cours du temps et on a tous un capital de mastocytes assez stable qui détermine la valeur de tryptase. Et donc ici, on voit que cette élévation, bien que restant quasiment dans le range normal, est passée de 2 à 11, ce qui est tout à fait significatif. Vous voyez ici que la cinétique va être très variable en fonction du mode d'administration, du type de médicament, la pharmacocinétique, et puis d'autres facteurs éventuellement peuvent intervenir. Et donc, très clairement, dans la majorité des cas, et surtout ici un médicament, un antibiotique, une demi-heure était probablement un peu précoce pour avoir réellement le pic, il était probablement encore en cours ascendante. Mais néanmoins, c'est un facteur qui peut orienter vers une réaction de dégranulation qui ne dit pas nécessairement, qui ne signifie pas nécessairement une réaction IgE-médiée, puisque Wendy vous l'a dit, on peut avoir des réactions de dégranulation non IgE-médiées. Donc, juste pour confirmer ce qu'elle dit, c'est que effectivement le nombre de tests disponibles pour évaluer une réaction immédiate au médicament est quand même extrêmement restreinte à quelques familles de médicaments. Il y a quelques médicaments disponibles à titre de recherche, mais qui n'élargissent pas spécialement les classes de médicaments. Donc, très rapidement, on a besoin un autre type de confirmation, en tout cas si on veut le confirmer de manière biologique. Et il y a un test qui est en tout cas mis au point depuis de très nombreuses années. Autrefois, on dosait l'histamine dans le milieu surnageant après activation des basophiles, ça s'appelait l'histamine release. Et puis, les plus anciens d'entre vous se rappellent sans doute de Jacques Bedvenis, qui a malheureusement été célèbre par une publication malencontreuse sur la mémoire de l'eau. Eh bien, il utilisait les tests d'activation des basophiles pour évaluer le pouvoir dégranulant de différentes molécules en utilisant un marqueur plutôt que de mesurer ce qu'il y a de relargué dans le milieu. On peut utiliser un marqueur membranaire, une protéine membranaire, mais qui a la particularité d'être exprimé que dans une situation basale, que sur la face interne des granules des basophiles et des mastocytes. Et lorsqu'il y a un phénomène de dégranulation, vous voyez que les membranes de ces granules viennent fusionner avec la membrane cytoplasmique et venir en contact avec l'extérieur et être accessibles à un anticorps spécifique. Et donc, par une technique de cytométrie en flux tout à fait standard, on peut mesurer l'expression, le pourcentage de basophiles qui expriment ce D63, qui va être un très bon marqueur de dégranulation. Donc après, c'est la cuisine de laboratoire. On va évidemment prendre des précautions et utiliser des contrôles, à la fois des contrôles négatifs et des contrôles positifs, et tester l'allergène en question. Et en général, on va l'utiliser à plusieurs concentrations, puisque évidemment, comme dans chaque réaction biologique, on va avoir une courbe dose-réponse, et cette courbe dose-réponse va évidemment être potentiellement très différente d'une molécule à l'autre, et en particulier d'un médicament à l'autre. Donc chaque médicament fait l'objet d'une investigation avec plusieurs concentrations, et ensuite, après, en routine, on teste systématiquement 2 concentrations. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va isoler les basophiles sur base de marqueurs. Alors, il y a plusieurs stratégies de gating, mais celles qu'on utilise le plus couramment dans la plupart des laboratoires sont basées sur l'expression du CCR3 et de la granularité des basophiles.
Et donc, on va mesurer sur cette population en particulier cette expression du CD63. Et donc, voilà, je ne vous montre pas les résultats négatifs pour ce patient, mais voilà ce que nous avons trouvé pour une des molécules testées pour le patient dont vous avez présenté la clinique, dont Wendy vous a présenté la clinique. Donc, nous avons un contrôle négatif. On teste plusieurs contrôles positifs, et donc notamment, on utilise un anticorps anti-IgE qui va ponter les récepteurs d'IgE et déclencher une dégranulation massive des basophiles dans le milieu. Et il s'agit en fait de sang total qui est simplement dilué avec du milieu et auquel on va ajouter les solutions du médicament ou le milieu contrôle. Et donc on voit qu'en stimulant avec une concentration de 500 microgrammes par millilitre, on a une activation assez massive des basophiles et à 50 microgrammes, on a encore une activation qui est tout à fait significative. Donc, les autres médicaments testés montraient des réactions totalement négatives. Lorsqu'on a une réaction positive, en tout cas avec un médicament qui n'est pas couramment utilisé, on va tester par la suite un sujet témoin pour s'assurer qu'il n'y a pas un effet intrinsèque aux concentrations qu'on a testées. Voilà, je te repasse la parole Oui. sur les tests cutanés. Oui, et donc du coup, donc les tests cutanés, comme je vous avais dit, on a effectué les tests de toutes les molécules qui avaient été données avant le choc anaphylactique. Et donc, comme on voit, donc tous les prick tests étaient négatifs, mais vous voyez à l'avant-dernière ligne que le diclofenac s'est positivé en intradermoréaction à du 10-1, donc à du 2,5 mg par ml, donc qui a confirmé aussi le basotest. Voilà, suivant. Oui, mais donc peut-être rapidement, j'en profite pour vous montrer que ces tests, évidemment, sont loin d'être parfaits. Donc, pour la plupart des médicaments, on a soit une absence de données ou pas suffisamment de données dans la littérature ou par expérience pour en tirer des données de performance. Mais pour les plus étudiés, qui sont les bêta-lactames et les plus efficaces, en tout cas les curares, on a une sensibilité, une spécificité de pratiquement 100% et une sensibilité dans les meilleures équipes, en tout cas de 70 à 80%. Et les bêta-lactames, c'est extrêmement variable en termes de sensibilité, mais si on prend les précautions d'usage et on fait les contrôles nécessaires, on a une spécificité qui est quand même proche de 100%. Voilà, il faut évidemment faire attention à certaines précautions. Donc, évidemment, les tests ne sont pas influencés par les traitements antihistaminiques, mais ici, ils sont évidemment influencés par certains traitements immunosuppresseurs et notamment les corticoïdes à haute dose. Il faut faire attention aussi de ne pas faire le test à un moment trop proche de la réaction, surtout si elle était sévère, parce qu'on peut avoir une période réfractaire. Voilà, je pense qu'on peut passer au cas suivant. Je te passe la parole. Voilà. Et donc, je vous rappelle les cas d'hypersensibilité retardée allergique. Et donc, on a des formes d'urticaire retardée, comme je vous ai dit, l'exanthème maculopapuleux, l'érythème pigmenté fixe, les réactions photosensibilité, j'en ai pas trop parlé, mais c'est plus rare. Et les formes sévères qui sont les pustuloses exanthématiques aiguës généralisées, le syndrome de Tresse, les nécrolyses épidermiques toxiques, les vasculites et les atteintes organiques isolées. Alors du coup, au plus elles sont fréquentes en général, donc plus la prévalence est importante, en général, moins elles sont graves. Donc, avec une prévalence plus importante pour l'exanthème maculopapuleux, l'érythème polymorphe, l'érythème pigmenté fixe. Et puis après, on a la pustulose exanthématique aiguë généralisée, le DRESS et les nécrolyses épidermiques toxiques. Heureusement, parce que la mortalité, à ce moment-là, est très importante et avoisine plus de 20% de mortalité. Suivant. Et donc ici, c'est le cas d'un autre monsieur qui est venu à la consultation parce qu'il a été refoulé du centre de vaccination en France. Donc, ce monsieur désire une vaccination pour le monkeypox, donc Elim-Vanex, sauf que ce vaccin contient des traces de ciprofloxacine. Et en fait, ils ont des petits canevas avec des questions à poser dans les centres de vaccination. Et dans ces questions, ça fait partie: avez-vous présenté une réaction à la ciprofloxacine? Et de fait, ce patient, il y a 2 ans, a présenté une réaction à la ciprofloxacine. En fait, il en a pris dans un contexte de suspicion d'infection urinaire, avec un contexte de rapport sexuel à risque. Ils l'ont mis sous ciproxine
Et au 5e jour, il a commencé à présenter une sensation de chaleur au niveau du thorax et puis après au niveau des jambes. Et donc 2 semaines après, là, à ce moment-là, il avait l'impression de marcher comme sur de la ouate, des nuages. Donc il avait des paresthésies. Il a quand même pris 20 jours au total du médicament. Puis ils l'ont arrêté, ils l'ont mis sous Redomex, qui n'a pas pu continuer à cause d'une intolérance. Et donc, ils ont juste attendu et surveillé, mais avec une résolution spontanée en 2-3 mois. Et depuis, il n'y avait plus du tout de reprise de quinolone. Suivant. Et donc, dans ce cadre médico-légalement, bien qu'il n'y avait pas d'atteinte cutanée, dans ce cas-ci, c'était qu'une atteinte purement nerveuse, on a effectué des patch tests à la ciprofloxacine. Et donc, comme je vous ai dit, on met la ciprofloxacine dans de la vaseline, on fait aussi avec des témoins dans de l'eau, qu'on pose pendant 48 heures, on décolle et on va lire à 48 et 72 heures. Et là, on voit que c'était complètement négatif, mais il me décrit que le soir, donc 24 heures après l'application du patch test, il a ressenti cette sensation de coton dans les jambes à minima et à l'endroit de pose du patch. Mais le test était purement négatif, en tout cas sur base cutanée. Et donc, on a demandé un test de transformation lymphocytaire dans ce cadre à la ciproxine. Donc, je reprends la main. Donc, transformation lymphoblastique, le terme vient du fait qu'on avait observé que lorsqu'on activait des lymphocytes, ils prenaient un aspect de lymphoblaste ou d'immunoblaste, hein, que nos amis hématologues connaissent très bien. Et alors, comment fait-on à l'heure actuelle? Donc, en quoi consiste le test? Il consiste, puisque, comme Gabi vous a dit, il s'agit d'une réaction d'hypersensibilité de type 4 selon la classification de Gelley-Coombs. Donc, ça veut dire que si on incube le sang du patient avec l'antigène contre lequel le patient s'est sensibilisé, on va avoir une activation, un processus d'activation des lymphocytes qui va passer par plusieurs étapes. L'une des premières étapes, ça va être l'apparition de marqueurs d'activation à la surface avec plusieurs marqueurs qui ont éventuellement des cinétiques différentes. Et on étudie, nous particulièrement, le CD69 et le CD25. Le CD69 parce il présente un hiatus très important entre les positifs et les négatifs. Les lymphocytes normaux n'expriment pas du tout le CD69 et les lymphocytes activés expriment à haute densité. Donc, il est facile de faire la distinction entre les deux, ce qui n'est pas le cas des autres marqueurs d'activation. L'autre phénomène qui va se passer, c'est que le lymphocyte va se mettre à produire, synthétiser et sécréter des cytokines. C'est ce qu'on va détecter, par exemple, dans le quantiferon ou dans les hélispot. Et l'autre, en finale, ce qui va se passer également, c'est que ces lymphocytes vont se mettre à se diviser. Donc, on peut mesurer la division, autrefois par incorporation de la thymidine tricier, ce qui est abandonné avec la radioactivité. Il y a certains marqueurs en fluorescence qui sont utilisables, mais pas très performants en conditions de routine, la carboxyfluorescine, par exemple. Donc, on va ici mesurer essentiellement C69. Alors, on peut, dans des cadres de recherche, rechercher d'autres cytokines que l'interféron ou l'interleukine 5 ou l'interleukine 13. On peut également rechercher la granulésine et le granzyme B dans certaines toxidermies. Mais là, c'est vraiment à titre de recherche. Donc, quels sont les résultats? Donc, ici, on va mettre le sang du patient en sang total dilué avec du milieu de culture en culture pendant 72 heures dans un incubateur en présence de différentes concentrations. Cette fois, on utilise 4 concentrations différentes de chaque médicament. Et systématiquement, vu la durée de l'incubation et le nombre de facteurs de biais qui peuvent intervenir, on va systématiquement faire les mêmes cultures chez un sujet témoin avec les mêmes conditions. Et donc ici, on a un contrôle négatif, donc c'est la culture sans stimulation. On fait une activation non spécifique, un contrôle positif avec un anti-CD3. On en fait d'autres également qui vont montrer évidemment une activation importante puisqu'elle est polyclonale. Et les cultures, et donc je vous montre que ce qui a été répondu positif est dans une condition, et donc on voit que la ciprofloxacine à 100 microgrammes par millilitre donne une stimulation qui est vraiment très importante dans le cadre d'un TTL. On a rarement des positivités aussi importantes, aussi bien
les CD8 qui expriment le CD69 que les CD4, puisque parfois on a des différences avec certaines présentations, on a une activation plus importante des CD4 que des CD8 ou vice-versa. Et intéressant, c'est qu'avec la moxifloxacine, cette fois avec une plus forte concentration, on a également une stimulation un petit peu plus importante, mais tout à fait significative malgré tout. Donc voilà, TTL qui peuvent orienter. Alors, juste un petit mot en théorie. Donc, vous voyez que CD25, lui, a un délai un peu plus court. Alors, évidemment, ici, ce sont des délais d'activation, d'expression après l'activation par soit des peptides préparés, déjà apprêtés, soit par des mutagènes, des mitogènes qui agissent très rapidement. Mais en pratique, évidemment, il faut le temps d'apprêtement de l'antigène pour avoir une activation maximale. Et donc, c'est pour ça qu'on cultive pendant 72 heures. Et donc, on a évidemment un phénomène d'amplification puisque un lymphocyte mémoire dans la population, c'est déjà énorme, mais il va s'activer et produire de l'interleukine 2 qui va activer les lymphocytes voisins. Et donc, on a un phénomène d'amplification. Donc, quand on vous dit que 32% des lymphocytes sont activés, ça ne veut pas dire qu'il y a 32% de lymphocytes T mémoire, évidemment. Juste un petit mot pour vous expliquer, évidemment, ces médicaments, ce sont pour l'immense majorité, même si on a de plus en plus de réactions avec des biothérapies, c'est quand même pour l'immense majorité des petites molécules chimiques. Et donc, ils jouent le rôle d'aptène en se fixant sur des peptides, des protéines porteuses. Il y a d'autres hypothèses, en tout cas de mécanismes, qui n'impliquent pas une liaison covalente, comme par exemple une liaison faible, soit directement à la molécule HLA, soit au peptide. Et certains pourraient se fixer sur la molécule HLA et faciliter l'insertion de certains peptides qui normalement n'ont pas à s'y fixer, et donc donner une sorte de réaction auto-immunitaire. En termes de sensibilité et de spécificité, de nouveau, la majorité des données disponibles en grand nombre concernent les bêta-lactames, qui sont évidemment représentent une fraction importante des médicaments responsables de ces réactions. Et donc, on a, dans le meilleur des cas, dans les meilleures conditions, environ 70-75% de sensibilité. Mais cette fois, de nouveau, si on fait les contrôles positifs et négatifs nécessaires, et on teste les concentrations appropriées, on a une spécificité de pratiquement 100%. Voilà, je ne vais pas parler des autres applications. Gwendy, je te laisse conclure. Oui. Donc voilà, on a pu conclure à une hypersensibilité retardée allergique à la ciprofloxacine, à type de neuropathie sensitive transitoire. C'est très rare et d'ailleurs, il y a des cas décrits. Il y a des modèles toxiques, donc les quinolones peuvent faire des neuropathies toxiques, mais peuvent faire des neuropathies allergiques. Donc il y a des méningites aseptiques médicamenteuses. Il y a plusieurs mécanismes qui ont été montrés et dont, avec effectivement entreprise des lymphocytes T, ce qui était le cas chez ce patient, avec une éviction des quinolones. Bon, il a pu se faire vacciner par le monkeypox, puisque le taux résiduel est trop faible dans le vaccin, il est même moindre que ce qu'il y avait dans mon patch, et donc et il n'avait pas de réaction, en tout cas de suspicion de réaction immédiate, donc il n'y a pas de risque. Quand on fait une réaction retardée, une allergie retardée, ça ne passe pas en immédiat. Comme vous avez vu, on n'est pas du tout dans les mêmes mécanismes. Ouais. Ok, voilà, je crois qu'on a terminé. Donc en synthèse, quand il s'agit de réaction immédiate, prick test, basotest, réaction retardée, patch test et test d'activation lymphocytique. Voilà les conclusions. Merci pour votre attention aussi tard ce soir. Merci. Merci beaucoup, docteur.